Monsieur Fontanet, ministre de l'Éducation nationale, déclare aucune réforme du baccalauréat avant 2 ans et de toute manière des mesures transitoires interviendront. Le président Pompidou fera au Conseil des ministres de demain le point sur son voyage en Chine et à Téhéran où il s'était arrêté avant de regagner Paris. Le roi Hussein de Jordanie amnistie de très nombreux Palestiniens, parmi eux Abu Daoud, dont la libération fut le leitmotiv du commando contre l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Ce soir, nous rouvrons le dossier du doping dans la compétition sportive à la suite de plusieurs incidents récents et d'accusations diverses. Grâce à une émission de 24 heures sur la Une, retrouvailles émouvantes d'un père avec son fils après 25 ans de séparation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Monsieur Pompidou est rentré la nuit dernière. En vol, après avoir quitté Shanghai, il avait fait parvenir à messieurs Tang Piwu, président par intérim de la République chinoise, et Chou En-lai, Premier ministre, un message remerciant vivement pour l'accueil réservé tant à lui-même qu'à monsieur Jobert. Je conserve de mon beau voyage de meilleurs souvenirs, dit en substance le président de la République. Nos conversations pleines d'intérêt seront très utiles pour le développement des liens traditionnels d'amitié entre la France et la Chine. Je suis particulièrement heureux, continue-t-il, des entretiens approfondis et amicaux que j'ai eus avec M. Chou En-lai tout au long de mon séjour. Avant de rentrer à Paris, le chef de l'État avait fait à Téhéran une escale de quelques heures seulement, mais qui a été très positive et à l'issue de laquelle, dans une interview à nos envoyés spéciaux, il a d'une part fait le point des rapports franco-iraniens, d'autre part dressé le bilan de la semaine qu'il vient de passer en Chine. Brève escale à Téhéran, mais qui pourrait être déterminante pour les relations franco-iraniennes. En moins de 4 heures, le président Pompidou a eu 2 entretiens avec le Shah et assisté à un dîner offert en son honneur. Après un premier tête-à-tête de 50 minutes, le dîner a été marqué par le ton particulièrement chaleureux des toasts portés par le président Pompidou et le souverain iranien. Les deux chefs d'État se sont ensuite retrouvés pour un deuxième tête-à-tête, survol de la situation internationale. Le Shah n'a certainement pas manqué de souhaiter que la France participe davantage au développement industriel de son pays. Je crois d'ailleurs que beaucoup de nos industriels le souhaitent aussi, se rendent compte du développement exceptionnel de l'Iran. Par conséquent, je sais qu'un certain nombre d'affaires importantes sont en discussion. Pour ma part, j'espère aussi, je dois bien le dire, que cette visite donnera un coup de fouet à ces échanges et également à nos échanges culturels qui sont traditionnels et qui vraiment méritent, bien qu'ils aient un niveau déjà important, d'être consolidés, renforcés, réanimés. C'est d'ailleurs le vœu, je le crois, de Sa Majesté également. Aux envoyés spéciaux de 24 heures sur la Une à Téhéran, le président Pompidou a également confié ses premières impressions sur son voyage en Chine. En ce qui concerne le voyage en Chine, je ne peux vous en dire que 3 mots ce soir. C'est que ça a été un voyage, je crois, très réussi. J'ai reçu un accueil tout à fait remarquable de la part des dirigeants, de la part du peuple aussi. Du peuple, je le dis bien, n'est-ce pas, vraiment sympathique. Et puis, j'ai eu des entretiens prolongés avec Monsieur le président Mao Tse-tung, avec surtout le Premier ministre Chou En-lai tout au long du voyage. Et je crois que, au total, c'était pour moi très intéressant et que ça sera très utile et fructueux pour nos deux pays. On réalise parfaitement ici qu'un pays comme la France ne saurait ignorer bien longtemps la réalité chinoise, mais on aurait préféré que la France ne fût pas le premier pays européen à déléguer à Pékin son chef d'État, ce qui donne à la diplomatie chinoise l'occasion d'exercer une percée définitive. C'est pourquoi les conséquences du voyage de M. Pompidou à Pékin seront soigneusement examinées par le Kremlin. À son retour de Washington, il y a quelques semaines, M. Brejnev s'était rendu directement à Paris pour donner du poids aux relations franco-soviétiques. M. Pompidou, lui, s'en va à Pékin. Pour les responsables soviétiques, la leçon est assez claire. Paris reste fidèle à sa politique étrangère de non-favoritisme à l'égard d'un bloc quelconque.
Abu Daoud, souvenez-vous, sa libération était la principale revendication du commando Châtiment qui s'était retranché avec des otages le mercredi 5 septembre à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Ce n'était pas la première opération de commando qui était tentée pour parvenir à cette fin. Au mois de mars, Septembre Noir exécutait 3 diplomates à l'ambassade saoudienne à Khartoum. Dans chacun des cas, le roi Hussein de Jordanie refusait de relaxer Abu Daoud. Et pour cause. Vice-président du Fatah, par conséquent bras droit du docteur Habash, Abu Daoud était venu en Jordanie pour le supprimer. Une opération qui était bien montée d'ailleurs, Abu Daoud se faisait passer pour un jeune marié en voyage de noces. Identifié, il est arrêté le 13 mars avec 15 de ses camarades. Il est condamné à mort, puis devant l'insistance des chefs d'État arabes, sa peine est commuée en emprisonnement à vie. Aujourd'hui, il est amnistié, une amnistie qui est d'ailleurs générale en Jordanie. Le roi Hussein, après 3 ans d'indépendance volontaire au sein du monde arabe, a maintenant renoué avec ses frères. Son entretien au Caire d'il y a une semaine avec les présidents Sadat et Hafez el-Assad de Syrie n'est point étranger à cette décision. Attaqué de toutes parts, complètement isolé, le petit roi essaie de gré ou de force aujourd'hui de suivre à nouveau la ligne du nationalisme panarabique. À Santiago du Chili, les patrouilles militaires continuent le quadrillage de la ville. La junte militaire a réaffirmé qu'elle n'entendait pas faire une politique de droite. Pourtant, les militants socialistes et communistes sont toujours pourchassés. Le nouveau ministre de l'Intérieur a confirmé l'arrestation de 4000 personnes. Alors que le calme revient lentement, les commerçants et les industriels ont en effet repris le travail. On annonce d'Argentine la création de brigades internationales qui pourraient rejoindre la résistance chilienne. À New York, première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'affaire chilienne, le délégué cubain accuse violemment les Américains de la responsabilité du coup d'État. Genève, ouverture de la 2e phase de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. 35 pays sont représentés. Outre la sécurité et la coopération, ils débattront du développement des échanges humains. C'est ce dernier chapitre qui créera sans doute le plus de difficultés, l'URSS se montrant réticente. La dépouille mortelle du roi Gustave VI de Suède a été transportée d'Helsingborg à Stockholm, où sera inhumé le défunt mardi prochain. Les obsèques se dérouleront à la cathédrale luthérienne. Au moins 2 ans avant que n'intervienne une réforme éventuelle du baccalauréat. Pour être plus clair, les élèves inscrits cette année, en terminale ou en première, subiront cet examen selon sa formule actuelle, en juin 1974 et juin 1975. Ces précisions sont apportées ce soir par le ministre de l'Éducation nationale. C'est que, depuis quelques jours, une certaine émotion se fait sentir à propos du bac. Par 2 fois déjà, le Premier ministre a déclaré « le baccalauréat doit être remis en cause ». Et hier, M. Fontanet, en analysant les résultats d'un sondage sur l'enseignement, soulignait une forte contestation envers cet examen. 61% des parents, 55% des élèves du secondaire, 80% des étudiants sont en effet hostiles au bac et lui préfèrent un contrôle continu des connaissances. Mais attention, il ne s'agit là que du point de départ d'une vaste enquête sur l'éducation nationale. Rien n'est décidé. Et encore une fois, si réforme il y a, elle sera alors accompagnée de mesures de transition pour les élèves déjà engagés dans le second cycle. Si réforme il y a donc, ce ne sera pas avant 2 ans. « 12,4%, c'est l'augmentation du projet de budget de l'État 74, un projet examiné demain en Conseil. Priorité donnée aux équipements collectifs, hôpitaux, routes ou encore téléphones. Un point d'interrogation, les mesures fiscales qui accompagneront ce budget. Monsieur Giscard d'Estaing s'en expliquera demain après-midi devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Conflit, après la rupture évitée d'hier soir à Arc-et-Senans, un compromis pourrait être trouvé sur le problème des licenciements. Prochaine rencontre vendredi prochain. Problème pénitentiaire au cours de notre édition de 13h, un conseiller du garde des Sceaux déclare « Nous étudions en ce moment même un projet tendant à humaniser l'ensemble des prisons françaises ».
Coup de théâtre dans l'instruction judiciaire sur le meurtre à Cauchy-Latour, Pas-de-Calais, de Myriam Sensé. Le juge Pascal a décidé de ne pas s'opposer à la mise en liberté du mari de la victime, Gilbert, emprisonné depuis 6 semaines. En effet, le neveu de Gilbert, le jeune Michel, 13 ans, revenant aujourd'hui sur le témoignage terrible qu'il avait fait au mois d'août dernier contre son oncle, a avoué au juge avoir menti ce jour-là, c'est-à-dire le mois dernier. Vous vous rappelez les faits, je pense? Myriam est découverte morte à Cauchy-Latour il y a 13 mois à peu près. L'enquête piétine 1 an. Le mari, Gilbert, est d'abord suspecté, mais il a un alibi formel. Au moment du crime, dit-il, je regardais la télévision avec mes neveux. Or, en août, l'un des neveux, Michel, 13 ans, déclare « Ce n'est pas vrai du tout. Le soir du meurtre, mon oncle ne regardait pas les émissions avec nous, mais il m'a donné des biscuits au chocolat pour que je dise, comme lui, pour que je dise qu'il était avec nous. » Devant un témoignage aussi accablant, Gilbert Sensé avait été arrêté par le remplaçant du juge Pascal, celui-ci étant en vacances. Il y a 3 jours, nouveau drame, le père du jeune Michel se suicide parce que la rumeur publique l'accuse. Ce serait lui, le père, qui aurait demandé à Michel d'accuser Gilbert Sensé afin de pouvoir régler, à son avantage à lui le père, des querelles de famille qui remontent à longtemps. Aujourd'hui, confrontation entre le jeune garçon et son oncle détenu, Michel se rétracte. Le mois dernier, j'ai menti. Mon oncle Gilbert regardait effectivement la télévision avec nous, le soir du crime. Le juge Pascal, donc, a décidé de ne pas s'opposer à la mise en liberté de Gilbert. À nouveau, on en parle du dopage ou du doping, comme disent certains, dans le monde des sports. Au récent championnat du monde de natation, par exemple, les nageurs d'Allemagne de l'Est avaient amélioré leurs résultats d'une manière dont certains disaient qu'elle n'était pas très orthodoxe. En football, au cours d'un Reims-Saint-Étienne, les Stéphanois jouent durement. Les milieux médicaux proches du stade de Reims disent « Nos adversaires ont été dopés », à quoi les dirigeants de Saint-Étienne opposent des protestations véhémentes. Nous vous présentons un dossier qui aborde les aspects sportifs, médicaux et juridiques de la question du dopage. La semaine dernière, un médecin et dirigeant de l'équipe de football de Reims s'étonnait lors de la rencontre avec l'équipe de Saint-Étienne du jeu dur pratiqué par les Stéphanois. Il déclarait que ces joueurs n'étaient pas dans leur état normal et qu'ils s'étaient dopés. Cette accusation, démentie par Saint-Étienne, relançait cependant le problème du doping dans tous les sports de compétition. Il y a 2 façons de se doper. Dans la première, le sportif prend des excitants du système nerveux central qui accroissent les activités physiques et psychiques. L'athlète ressent alors des possibilités accrues, il force, souvent dépasse ses limites et bien souvent s'écroule. Le coureur cycliste Simpson est mort pendant le Tour de France, victime de cette sorte de doping. Ces produits sont décelables dans les urines et aujourd'hui, dans certains sports, un contrôle est obligatoire après chaque compétition. La deuxième façon de se doper consiste à prendre des anabolisants qui sont utilisés non pas avant l'effort, mais pendant toute la période d'entraînement. Ils ont la propriété d'accroître et de développer la masse musculaire de l'athlète, et cela dans un temps relativement court. On a constaté notamment dans la catégorie des superlourds en haltérophilie un accroissement de poids en un temps limité qui correspondait à une amélioration très nette des performances. Les 2 champions Serge Reding et Alexeyev ont pris en l'espace de 6 ans quelques 40 kilos. Ce sont les hommes les plus forts du monde. Un athlète français, Arnaud Baer, a pratiqué cette forme de doping pendant un certain temps. J'ai fait une cure il y a 5 ans, 68, l'année des Jeux de Mexico. Une première cure au mois de juin. Durant 3 semaines, j'ai pris des anabolisants chaque jour. Et une seconde cure au mois de juillet, un peu avant les championnats de France. J'ai refait donc une seconde cure à ce moment-là. Et la première cure, j'ai senti les effets des anabolisants. Au bout d'une 8aine de jours, j'ai senti déjà que l'entraînement m'était plus facile, mon appétit était meilleur. J'avais déjà une certaine progression au point de vue force en musculation, mais mes records progressaient. Et puis je vous dis, je me sentais bien, estimant qu'une expérience était suffisante, je me suis arrêté et je n'ai pas voulu continuer, de peur d'avoir certains troubles ou certaines choses qui auraient pu me faire du tort par la suite.
Danger des anabolisants, ils ne sont pas décelables par des contrôles et ils se trouvent en vente libre dans toutes les pharmacies. Les principaux inconvénients de ces substances sont, en premier lieu, l'induction d'une tumeur de la prostate chez l'homme, ce qui est un accident très grave, rare, mais très grave, et qui peut intervenir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années après la prise du produit. Également, des risques de virilisation sont bien connus chez la femme, et on a signalé des troubles hépatiques, on a signalé également des troubles tendineux, et il existe toute une pathologie en rapport avec la prise de poids qui peut être très importante, de l'ordre de 15, 30, 40 kilos chez certains athlètes, ce qui modifie complètement la morphologie du sujet. Le problème du doping n'a pas qu'un aspect médical. Est-ce que l'athlète qui se dope ne triche pas et ne vole pas le titre à un autre athlète qui, lui, respecte le règlement antidoping? C'est ce qui aurait été reproché aux nageuses de l'Allemagne de l'Est lors des derniers championnats du monde. Tant qu'il n'y aura pas une réglementation bien précise, et il ne semble pas que ce soit pour l'immédiat, rien ne sera réglé d'ici là. Et il y aura d'énormes injustices entre certains lanceurs, certains haltérophiles qui se refusent à prendre ces produits et ceux qui, au contraire, les utilisent. Je précise que les anabolisants ne sont qu'une arme dans la panoplie du sportif, une arme parmi d'autres. Mais il est certain que, comme au niveau de l'élite, les champions se tiennent de très près, il suffit bien sûr d'une légère augmentation dans la préparation médicale, biologique ou diététique pour faire la différence. La législation que nous avons, et qui a été d'ailleurs reprise par d'autres pays comme la Belgique, l'Italie et l'Espagne, est une bonne législation. L'essentiel, évidemment, pour qu'elle ait son application complète, c'est que le contrôle se fasse d'une façon très efficace, et ce que je souhaite, c'est que toutes les fédérations fassent ce contrôle auquel ces mêmes fédérations ont été invitées dès 1967 par des lettres de mes prédécesseurs. Ces contrôles concernent les produits dopants, mais il y a aussi les anabolisants qui sont en vente libre d'ailleurs. Oui, c'est exact. Je dirais que c'est un nouveau problème, et on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Et comme vous le dites, les anabolisants sont en vente libre. Alors ce que je souhaiterais, c'est, avec des contacts que je dois avoir avec le ministre de la Santé publique, amener à ce que l'on introduise dans le tableau B les substances anabolisantes, c'est-à-dire les considérer comme des substances toxiques qui ne seront délivrées que sur certificat médical. Concorde a quitté Paris ce matin pour Caracas, où il est arrivé avec une demi-heure d'avance sur son horaire. 30 personnes à son bord, dont le ministre vénézuélien des Transports et 2 directeurs de compagnies aériennes sud-américaines. C'est le voyage le plus important du supersonique franco-britannique. Pendant 10 jours, en effet, Concorde survolera le continent américain et se posera notamment à Dallas et Washington. Phare anti-embouteillage pour les pompiers de Paris grâce à cet appareil qui agit à distance sur les feux tricolores. Il émet 500 mètres avant les carrefours des ondes lumineuses codées en direction d'un récepteur placé au-dessus des lampes tricolores. Dès réception du signal, le feu passe au vert. Si l'expérience se révèle intéressante, l'utilisation de ce procédé sera généralisée l'an prochain à Paris. Jacques Brel, dans L'Emmerdeur, vous oui. êtes un parfait imbécile. Je crois, oui. Je crois que c'est un imbécile bavard. Oui. Qu'est-ce qui vous a tenté dans le rôle d'un imbécile? Ah, ben j'ai accepté sans lire le script. Ce qui arrive la plupart du temps, d'ailleurs, dans les films que je tourne, parce que j'aime bien Molinaro, et j'aime bien Lino Ventura, et ils m'ont demandé de tourner un film avec eux. J'ai dit, j'ai demandé, vous y tenez? Ils m'ont dit, oui, on y tient tous les deux. J'ai dit, bon. Et j'ai lu le script très longtemps après. Ça va s'arranger, allez. Oh, vous savez, avec les femmes. Oh, ça oui. Des fois, on se demande ce qu'elles ont dans la tête. Eh oui. L'homme est comme ça, l'homme. Mais la femme, elle est comme ça. Pour vous, qui jouez l'emmerdeur dans L'Emmerdeur, qu'est-ce qui vous ennuie le plus dans la vie? Ça dépend trop des jours. Ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où ce qui est le plus ennuyeux comme genre de gens, ce sont les gens. Et puis il y a des jours où c'est personne. Je crois que le type le plus ennuyeux dans ma vie, c'est moi.
Je suis le gars qui se pose les questions les plus désagréables à mon égard. Vous êtes un faiseur de catastrophes? Pas du tout. Je crois que je suis un rigolard. Je veux monter mon pavillon. C'est pas beau? Il a grillé, stop ce con, vous l'avez vu? Il l'a grillé! Est-ce que vous avez un personnage que vous aimeriez particulièrement jouer? Non, pas du tout. Je crois pas avoir vraiment l'âme d'un comédien. Moi, je ne sais pas jouer. Je suis un gars qui vient de musical, à qui on dit 3 phrases, et puis je dis mes 3 phrases. Quand on vous a proposé pour la première fois de faire du cinéma, vous avez trouvé ça normal, amusant ou pas possible? Je trouvais ça insensé. Je trouvais ça insensé. J'ai dit oui comme ça. Pour aller voir. Parce qu'il faut aller voir. Non, pour aller voir. Comment vous vous trouvez comme comédien quand vous Pas voyez? Bon, pas un bon comédien. Ça, je suis formel. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé à chaque metteur en scène, chaque fois qu'ils sont venus me demander. Je dis, vous savez, je sais pas. Je me dépatouillais mieux avec mes chansons, enfin. Mais non, être bon, être pas bon, ce sont très souvent, je crois, des problèmes du jugement d'autrui, que je respecte infiniment, mais dont je suis obligé de me foutre tout de même, sans quoi je suis obligé de ressembler tout le temps aux autres. Et ça dépend aussi d'un manque de prudence. Et j'aime bien manquer de prudence, si vous voulez. Allez la chercher ou je saute. Ah! Oh! 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 Vous m'avez sauvé la vie. Je n'oublierai jamais. Le film sort cette semaine à Paris. Je vous invite à suivre maintenant une histoire émouvante et vraie. Grâce à la télévision, un père et un fils, qui ignoraient tout l'un de l'autre depuis environ un quart de siècle, ont pu se retrouver. En janvier dernier, au moment où l'armistice au Vietnam était signé à Paris, 24 heures sur la une vous présentait une rétrospective sur l'Indochine de Roger Pic et Thierry de Citiveau, La longue marche vers la paix. Près de Paris, dans son appartement de Bondy, un homme de 28 ans, fils d'un officier de marine français mais vietnamien d'origine, installé comme vous devant son récepteur, reconnu soudain sur les images son père. Aussitôt, il nous téléphone. Une enquête commence qui durera 7 mois, plus de 200 jours, et les deux hommes parviennent à se retrouver. Ce sont leurs retrouvailles que nous vous présentons. 17 juin 1973. François Morin entre pour la première fois dans ce restaurant de Bordeaux. L'homme qui l'étreint, son père qui avait disparu de sa vie il y a 23 ans. C'est devant son récepteur de télévision que François Morin a découvert le fil conducteur qui l'a ramené vers son père. 26 janvier 1973, au moment du cessez-le-feu au Vietnam, la télévision présentait une rétrospective de la guerre d'Indochine. C'est un choc pour François Morin. Il reconnaît son père aux côtés d'Ho Chi Minh et demande à l'ORTF de l'aider à le retrouver. Mais de son père, François Morin n'avait gardé que cette image. J'avais un vague souvenir de mon père par des photos que j'avais, et l'émission sur l'histoire du Vietnam m'intéressait. J'ai pu reconnaître mon père dans la scène où il est avec Ho Chi Minh au départ du train. C'était un choc parce que je savais qu'il avait fait quelque chose, mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, et je ne pensais pas pouvoir le retrouver dans un film d'actualité, si vous voulez. Alors, François Morin a commencé une longue enquête qui, de porte en porte, l'a conduite un peu partout en France. Sans se décourager, replongeant de temps à autre dans ce passé dont il n'avait guère gardé le souvenir, François parvint un jour à obtenir un numéro de téléphone à Bordeaux. Au bout du fil, une voix qui lui était encore inconnue. J'étais très ému et j'étais content d'entendre une voix qui m'appelle par papa, et je m'en doutais que c'était mon fils. Ah bah, je l'ai appelé monsieur parce que je ne savais pas déjà qui est-ce qui est... Enfin, si c'était vraiment lui, je pensais quand même que c'était vraiment lui, mais il n'y a pas d'homonymie. Il m'a dit si je le reconnais. Alors, pas même 3 secondes après, moi je dis bien sûr c'est mon fils. D'après ce qu'on m'a dit après, quand j'étais à Bordeaux, il a vraiment été très ému, enfin, aux larmes quoi. J'avais des larmes aux yeux et j'étais ému. Alors, c'est juste à ce moment-là qu'il m'avait dit que grâce à la télévision française, qu'il avait les renseignements sur moi et qu'il avait guidé pour me contacter.
Et puis on s'est donné rendez-vous pour le week-end suivant, parce que on attendait avec impatience de le revoir. Je ne pouvais pas dormir. Ah ouais, quand on l'a vu, on l'a reconnu tout de suite, d'abord comment. Et puis, ça a été vraiment très émouvant. C'est difficile à expliquer. Il travaillait le matin, j'étais à la porte pour l'embrasser. Il m'a embrassé et il s'est jeté dans mes bras. Le jour de la fête des pères. Comment il vous a appelé à ce moment-là? Papa. C'était la première fois que vous disiez papa depuis combien de temps? Je me souviens plus avoir dit papa depuis 25 ans. J'étais content de telle façon que les larmes coulaient à flot presque. Et pourtant, je n'ai pas l'habitude de pleurer. C'était des larmes de joie ou des larmes de regret? De joie, monsieur, de joie. Est-ce que vous lui en voulez? Pas du tout. Au bout de 25 ans, un fils que l'on n'a pas vu une seule fois, est-ce que c'est un étranger? Je ne le pensais pas, parce que j'ai toujours son image dans ma tête. Et si vous n'aviez pas retrouvé votre père, est-ce que vous le chercheriez encore? Je sais pas, parce que si je ne l'avais pas retrouvé, moi je pensais qu'il était retourné au Vietnam. Je pensais que mon fils était en Angleterre avec sa mère. Quel souvenir vous aviez de votre père? C'est un souvenir très vague, d'un militaire. Je suis né à Londres en 1945. Vous aviez quitté votre famille en quelle année? En 50. Ça a été un handicap, on peut dire un handicap. Pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous pensiez à l'époque? Je pensais que si j'avais eu un père, j'aurais peut-être fait autre chose que ce que j'ai fait. Et maintenant, est-ce que vous pensez la même chose? Non. Après, c'est tout ça. Hein? Et puis après, j'étais avec le président Ho Chi Minh, tu vois. Ah ouais. Alors. Tu vois? Voilà. Quatrième journée du Tour Auto, cet après-midi sur le circuit de Rouen, Gérard Larousse, malheureusement, qui était le leader incontesté de l'épreuve depuis le départ, se retrouvait au rang de spectateur. Bah oui, finalement je suis très déçu parce que j'ai dû abandonner du côté de Metz à 7h du matin. Moteur cassé. Moteur cassé, la voiture rendait l'âme déjà depuis un moment, on sentait que ça ne marchait plus depuis le ballon d'Alsace. C'est probablement un problème de distribution. Le moteur est évidemment très nouveau et c'est très dommage parce que je pense que la Ligier a vraiment marché très très fort et a prouvé qu'elle était plus rapide actuellement que toutes les voitures routières. On vous reverra en compétition sur une Ligier? J'espère, oui. Peut-être au rallye de Monte-Carlo si les prototypes sont admis. Oui, si les prototypes sont admis, il n'est pas impossible que Guy Ligier mette une voiture. Après l'abandon de Larousse, on trouvait 3 voitures dans un mouchoir, la Lancia Stratos de l'italien Munari et les 2 Porsche Carrera de Ballolena et Pio. C'est pourtant un 4e larron qui allait dominer à Rouen, Guy Chasseuil, qui pilote la 2e Ligier d'usine. Ce dernier pourtant est bon dernier au classement général après avoir perdu 48 minutes avant-hier à Clermont-Ferrand pour un ennui mineur. Il a donc décidé de se livrer un véritable baroud d'honneur en essayant de remporter toutes les épreuves de vitesse qui restent à disputer d'ici l'arrivée, samedi à Nice. Il s'y est employé avec brio aujourd'hui en reléguant les Porsche de Ballolena et Pio à 36 secondes et 1 minute 20, Munari prenant la 4e place. Les rescapés seront ce soir au Mans et demain à Albi. La lutte pour la première place s'annonce de plus en plus serrée, Munari n'ayant plus que 18 secondes d'avance sur Ballolena et 44 secondes sur Pio. Un mot de sport encore, football, l'Olympique de Marseille joue ce soir en Coupe de l'Union européenne contre le Luxembourg. Il est favori. En tout cas, c'est le premier des 4 clubs français qui participent aux divers tournois européens de football. Les autres, Nantes, Lyon et Nice, entrent dans leurs danses respectives. Demain, nos vœux les accompagnent. Notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.